Bienvenue dans PAF, ça doit être le numéro 8 et c'est déjà l'heure des bilans puisqu'on arrive, comme vous le savez, à la fin de l'année. Alors on va parler de ce qui s'est passé, des grands événements qui se sont passés cette année, ce qu'on peut en penser, qu'est-ce qu'ils peuvent nous apporter pour l'année qui vient. Et on va en parler avec Sephora Damani. Bonjour Patrice. Ça va bien? Ça va bien et vous? Oui, très bien. Alors voilà, toujours les études. Non, c'est les vacances, ça y est. Ce soir. Ce soir. 2 semaines de vacances, mais qui seront studieuses. Ah bon, très bien, ouais, bravo. Examen derrière. Moustapha Larbaoui, bonjour. Bonjour Patrice. Ça va bien? Ça va très bien. La pharmacie se porte bien. Bah, ça se passe très bien. Le C'est football, Vous m'avez manqué, c'est pour ça que je suis revenu aujourd'hui pour la 8e. C'est vrai que vous étiez absent la semaine. Jean-Luc Madec. Bonjour Patrice. Ça va bien? Super. Bon, le restaurant Marche bien. sans problème. Voilà. Florence Mercadet. Bonjour. Du barreau de Versailles, avocate. Voilà. Voilà. Donc Tout va bien. voilà, tout va bien. Enfin, tout va bien, pas pour les avocats, ils sont pas contents. Ils sont pas contents, mais ils continueront à pas être contents, je crois, au mois de janvier. Et Jean-Charles Levadi, Bonjour. éditeur. Eh oui, Tout va bien? éditeur heureux. Heureux? Oui, Voilà, l'année se passe bien? L'année se passe plutôt correctement. Plutôt pas mal. Ouais, Ce qui n'est ouais. pas facile dans le monde de l'édition. Oui, oui, oui. Mais non, je suis extrêmement confiant. Alors, on va aborder quelques-uns des sujets de l'année. Évidemment, il y a la politique. La politique qui a été marquée par la défaite de la gauche au municipal, par le fait que le Front National est devenu le premier parti de France aux européennes, par la reconquête du Sénat par la droite. Est-ce que, à votre avis, on assiste, au fond, à une droitisation de la société? On pourrait ajouter le succès de livres comme le livre d'Éric Zemmour sur le suicide français. Est-ce qu'à votre avis, on assiste à une droitisation de la société? Jean-Charles? Non, moi je ne pense pas qu'il y ait une droitisation. Je pense que le pays est fondamentalement à droite depuis très longtemps. Donc de temps en temps, il passe à gauche pour des raisons C'est la thèse de Mitterrand, ça, oui. conjoncturelles. Oui, mais il avait totalement raison. Donc après, elle ne passe pas fondamentalement à droite. Donc elle l'est. Et puis après, je pense que ce qui disparaît probablement, c'est cette bipolarisation droite-gauche. C'est-à-dire qu'il y a des sujets qui sont... on peut supposer être de droite et trouver que la gauche fait parfois des trucs intéressants et inversement. Donc c'est ça. Je crois qu'on échappe justement à ce clivage terrible droite-gauche. Et voilà, c'est ça qui se termine. Florence? Je suis assez d'accord pour dire que fondamentalement, les Français sont assez conservateurs. Ouais. Maintenant, je ne sais plus très bien ce que ça veut dire que droite et ce que ça veut dire que gauche. Je sais qu'il y a des extrêmes, ça je sais à peu près les situer. Mais je pense qu'il y a une recomposition et une réflexion aussi dans le paysage qui soit de façon générale à droite ou à gauche. Mais la droite encore, là, je pense qu'il se cherche un peu. Et je pense surtout qu'il y a une réaction des Français. Qu'il y a une façon, qui sont plutôt réactionnaires, non pas au sens politique du terme, mais au sens chimique. C'est-à-dire qu'il y a eu une réaction, on a voté majoritairement contre M. Sarkozy. Mais on vote contre. Et là, on vote contre. on vote contre. Les affaires nous donc on est rappellent. plus, voilà. Et donc là, cette année, en 2014, je pense qu'ils ont voté contre François Hollande, Absolument, non, par des ça, dessus, ça, etc. c'est Voilà, mais une je constante sais, depuis c'est une quelques constante, années, mais depuis je ne Mitterrand, on vote contre. on vote contre, voilà. Le pouvoir en place. Voilà, je pense qu'il y a une évolution un peu de toutes les sociétés où avant on avait des marqueurs forts et fixes, et que là aujourd'hui tout est un peu mouvant, tout Mais est il y a plus quand même un fluide. événement, c'est quand même voilà. le score du Front National, qui est quand même, Ah oui, voilà, ça, qui sur quand même les devient quand extrêmes. même le premier parti de France aux européennes. Jean-Luc Madec? Moi, je pense que la plus grande défaite, en fait, c'est la défaite de la démocratie. Le taux d'abstention aux élections est absolument abominable. Là, on est à plus de 2/3 de nos concitoyens Et qui quand se on voit déplacent les pas. élections partielles, c'est 75, C'est terrible, 80% d'abstention. Donc ouais. la défaite, c'est la défaite de la démocratie. Alors oui, bien entendu, c'est vrai que la France est plutôt conservatrice que de droite, parce que c'est vrai que droite-gauche, ça ne veut pas dire grand-chose. On ne s'est jamais remis, nous, d'avoir guillotiné Louis XVI, et nous n'avons jamais cessé, au fil de vouloir un roi, des ouais. décennies, de recréer, de rebâtir, soit des rois, nos présidents sont des rois quelque part, Monarques, soit des ouais. systèmes aristocratiques. Nous sommes aujourd'hui, avec nos administrations, dans un système de l'aristocratie administrative. C'est absolument terrifiant. Moi, pour ma part, le grand vœu que j'ai pour 2015, c'est que nous puissions redevenir un pays démocratique. Quand vous dites défaite de la démocratie, est-ce que c'est défaite de la démocratie ou défaite de la classe politique ou défaite des dirigeants politiques? La classe politique Parce que n'est pas la en démocratie, capacité elle est pas en- elle est de pas nous en crise, représenter. enfin. Non, mais si Il y a la classe des politique ne élections, nous il y a, représente enfin. plus, automatiquement, nous ne sommes plus dans un pays démocratique. Nous sommes dans un pays qui va à volo, avec d'ailleurs une certaine forme de dictature de la pensée, ce qui est extrêmement grave. Hein, la pensée unique. Ça touche tout le monde, je crois. Donc, non, la grande défaite, c'est la démocratie. Il est temps qu'on se réveille. Ça va?
Alors, je ne sais pas s'il y a une droitisation. Après tout, droitisation. Il y a quand même des faits. Il y a le mot droite. Quand le Front National. Il y a le mot droite, tellement de droite que visiblement, il y en a qui prennent leurs rêves pour des réalités. Probablement que vous êtes toujours entouré par les mêmes personnes. Simplement, moi, j'en rencontre d'autres qui sont plutôt marqués à gauche et qui fondamentalement ont pensé que la France était à gauche à une époque et qu'elle rebasculera probablement encore à droite. Je ne sais pas, c'est de la droitisation. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une économisation. Je vais peut-être inventer un mot, je ne sais pas si ça se dit, les littéraires d'en face. Économitude, tu peux dire. Économitude, j'y suis pas encore, mais c'est propre à la gauche peut-être, de créer en tous les cas. Donc l'économisation, c'est-à-dire que je pense qu'il y a un vrai glissement, alors que l'on dit vers la droite, c'est-à-dire que même le parti de gauche glisse vers la social-démocratie ou vers la social-libéralisation avec des marqueurs qui sont des marqueurs de droite. Et quand on pense que finalement la droite l'aurait rêvé, c'est-à-dire que quand on parle de libéralisation ou quand on parle de dérégulation, c'était des propos qui étaient déjà engagés à l'époque par la droite. Donc ouais, on peut parler de droitisation économique, c'est-à-dire que de plus en plus on a des marqueurs économiques qui ont tendance à nous emmener de ce côté de l'échiquier politique. L'extrême gauche étant à peu près maintenant circonscrite à très très peu de choses, et puis de plus en plus à droite jusqu'au l'extrême droite, effectivement, sauf que économiquement, l'extrême droite est plutôt la gauche. Sauf que voilà, sauf que ce qui gonfle le parti en électeurs de l'extrême droite, c'est souvent des gens de gauche. Oui, et on dira aussi que l'extrême droite a souvent etc. gonflé ses élections dans les périodes de crise économique. Donc on a une crise économique, on a un glissement économique et on a une glicisation, si je peux me permettre. Une glicitude. Il y a des littéraires et des créateurs, voilà, des créatifs ou des créateurs. Mais ça rejoint le côté réactionnaire. Les gens Réactionnaire, par réaction glissent. Alors par réaction toujours. Non, la réaction, c'est pas la même chose. Je voudrais passer la parole à Sephora, mais ce qui s'est passé jusqu'à présent, c'est qu'il y avait une alternance. On votait à gauche, on votait à droite, on votait à droite, on votait à gauche, on votait à gauche, on votait à droite. Ça s'est passé un peu comme ça. Là, on n'est plus dans. Oui, mais c'est. Non, on n'est plus dans l'alternance. Là, non, mais quand le Front National devient le premier parti de France, on n'est plus dans l'alternance classique entre la gauche républicaine et la droite républicaine. On est dans une autre sphère. C'est le piège de l'apprenti sorcier. C'est François Hollande qui est tombé dedans vraiment comme un débutant. C'est-à-dire qu'à vouloir faire monter le Front National, ça effectivement, c'est ça dépasse l'entendement. Il n'a pas arrêté de vouloir couper la France en 4 puis en 8, faire des sujets de société là où il y avait même pas de débat, de créer des scissions dans chaque famille, dans chaque chose. Il pousse les gens à voter Front National, à être complètement déboussolés par une société qui sait absolument plus où elle va. Alors les gens pouvaient accepter éventuellement le fait de ne pas avoir de boulot, mais si on leur dit qu'en plus la famille c'est fini, que la société c'est plus ce qu'elle devrait être, que de toute façon, tout est fait pour repousser les gens. Alors les gens très c'est le Front National qui est le gardien des valeurs traditionnelles. Je suis pas sûr de ça, moi. Mais moi, je reprendrai le mot de Fabius. Le Front National, il pose peut-être des bonnes questions, il apporte des réponses exécrables. On est tout à fait d'accord. Mais il y a des tonnes de gens qui se dirigent vers le Front National bêtement. C'est plus le Front National de Jean-Marie Le Pen. C'est-à-dire que c'est plus un Front National traditionnaliste. C'est au contraire. Enfin, sur le mariage pour tous, on l'a fait avec le outing contre son gré de Florent Philippot. Si le Front National n'a pas pris de position très très tranchée, on peut comprendre aussi pourquoi. Sephora ? Je m'inscris dans l'évolution du débat. Je suis assez d'accord. Conservateur, aristocratie administrative, je vais y arriver. Et le fait que ce soit un vote de contestation. Je pense qu'effectivement, on est conservateur. Je pense qu'également, on est pressé. Du septennat, si on est passé au quinquennat, c'est vraiment qu'on a cette vision qu'il faut que les choses changent vite. Or, ça prend du temps. Donc, quand ça marche pas à droite, on va essayer à gauche. Puis, ça marche pas à gauche, on va essayer à droite. Mais c'est dommage, il y a un manque de cohérence. Il faut du temps pour que les réformes politiques se mettent en place. Je pense que si le Front National grandit, c'est vraiment un vote de contestation. Alors, on cherche de l'emploi par là. Je sais pas trop aussi si la réponse est là. Je pense qu'on est quand même attaché à certains droits sociaux, vu qu'on est le pays des droits de l'homme. Je pense que c'est ce qui explique notamment en partie le vote de notre président sur la question du mariage pour tous et la question du vote des étrangers, même si c'est débattu. Donc, une droitisation, je ne suis pas persuadée qu'il faille l'envisager comme ça. D'accord. Vous pensez que c'est quoi alors ? Vote de contestation qui amène à vouloir chercher la réponse autre part. Mais voilà, et après c'est vrai, on est un pays libéral.
Donc je pense que c'est un vote de contestation. En tout cas, il y a eu donc cette défaite de la gauche au municipal qui a entraîné des changements, notamment dans les municipalités, dans les communautés d'agglomération également. Ça a été le cas, évidemment, à Saint-Quentin. L'agglomération saint-quentinoise bascule à droite, une première depuis sa création en 1973. À l'issue de ce second tour des municipales, 25 sièges échouent aux candidats qui portent les couleurs de la droite et 23 à ceux qui portent les couleurs de la gauche. Et ce, alors que les communes conservent leurs couleurs politiques. Guyancourt, Trappes et Manille-la-Hameau restent socialistes, La Verrière communiste, Elancourt demeure UMP, Montigny divers droite et Alexandra Rossetti UDI emporte voisin le Bretonneux. 4 villes à gauche, 3 villes à droite, une particularité qui va influer sur le mode de gouvernance, comme l'estimait Michel Laugier, le maire de Montigny, dimanche soir sur notre plateau. On a beaucoup d'atouts à Saint-Quentin. Moi, je souhaite surtout que, justement, cette agglomération soit surtout un outil pour les communes et qu'on réussisse ensemble. Et pas que ce soit, comme ça l'a été il y a quand même pas mal de temps, un outil plus politicien en direction de certaines formations politiques, tout simplement. Donc là, moi, aujourd'hui, je suis pour plus de clarté, plus de transparence. Et effectivement, que tout le monde soit associé. On a cette nouvelle gouvernance à inventer, je pense, malgré tout collectivement, même si ça sera à la charge de celui qui, ou de celle, visiblement de celui qui sera à la tête de l'agglomération, de faire des propositions. Mais forcément, il faudra inventer quelque chose pour réussir à sortir de cette situation un peu étrange, où effectivement 4 villes de gauche peuvent être avec 3 villes de droite et avec une majorité quand même de sièges pour la droite. L'agglomération saint-quentinoise, à droite, c'est une révolution politique, certes, mais pas tant que cela, car les écarts entre la droite et la gauche ont toujours été serrés. Par exemple, pendant les 16 années de gouvernance de Robert Cadalbert, la répartition était de 22 sièges pour la gauche et 20 pour la droite. La différence entre un projet de gauche et de droite, on le sait ce que c'est. C'est effectivement un projet où on accueille pour tout le monde une mixité sociale, des services publics de qualité. Bon, on connaît les grands fondements entre la gauche et la droite, mais sinon, moi je suis sûr que les élus, quels qu'ils soient à la direction de Saint-Quentin, ils auront envie que ça continue et que ça continue à réussir à Saint-Quentin-Yvelines. Il faudra encore patienter plusieurs jours pour connaître le nom du futur président de la communauté d'agglomération, attendre déjà l'installation des conseils municipaux à Trappes et à Voisins-le-Bretonneux. Le nouveau conseil communautaire doit se réunir avant le 30 avril. Voilà, donc changement de majorité à Saint-Quentin. Michel Laugier est devenu président de la CASCI en remplacement de Robert Cadalbert. Est-ce que, Florence, par exemple, on sent déjà des changements? Est-ce que vous avez senti des changements ou est-ce que c'est la même chose qu'avant en fait? Non, sur le terrain, je ne suis pas sûre que ça se ressemble tout de suite parce que c'est un peu trop tôt. Mais je sais qu'au niveau, par exemple, de la maison de l'entreprise, il y a des... Déjà, Robert Cadalbert était très proche des entreprises et œuvrait beaucoup pour les entreprises. Et là, maintenant, la nouvelle majorité, je crois, va encore plus vite avec des objectifs peut-être plus ambitieux en tout cas, mais vraiment elle est très très attentive à l'accélération du développement économique de notre territoire. Ça va? Alors, moi, ce serait plutôt sur le plan des associations. Ouais. Au niveau des associations, alors je ne serais pas définitif pour dire qu'il y a un vrai changement, ça fait trop peu de temps qu'ils sont là, mais clairement, ils ont un réflexe qui me paraît à peu près sain, c'est de nous écouter déjà. Donc ils sont à l'écoute. Et en même temps, je pense que c'est le sport, il semblerait que ça soit une valeur plus un marqueur de droite. En tout cas, c'est comme ça qu'ils le perçoivent, avec cette notion de voilà, le sport, la notion d'engagement, les objectifs. Ça rejoindrait presque l'entreprise. En tout cas, jusqu'à maintenant, il y a une écoute, il y a une tendance favorable. Donc il y a des petits changements à suivre. Perceptibles. Absolument. Une des conséquences, évidemment, de la défaite de la gauche au municipal, ça a été le changement à la tête du gouvernement, le remplacement de Jean-Marc Ayrault par Manuel Valls. Un an après, à peu près, non pas encore tout à fait un an, enfin quelques 9 mois après, comment vous le jugez? Plutôt réussite ou plutôt... je ne parle pas de la politique qu'il mène, je parle de son image, il est assez séduisant, même si dernièrement, au journal télévisé, je trouve qu'il s'est lamentablement effondré. Il a été très mauvais face à... Il est pour rien dire, oui. Voilà, je veux dire, on sait pas... Je pense qu'ils ont un vrai problème de communication, ce gouvernement. C'est-à-dire que tout ce qui est bien, ils arrivent à le massacrer. Enfin, je veux dire, dès qu'ils font quelque chose, il y a un petit événement qui vient annihiler tout ce qui a été tenté. Et là, Valls, qui a plutôt une bonne image, effectivement, sans parler du fond, qui était plutôt dynamique, plutôt agréable, et qui
paraissait beaucoup moins sectaire qu'on avait pu le croire, etc. Là, tout d'un coup, il semble s'effondrer. Alors, c'est mon avis, je dois être le seul à le partager, parce qu'on a l'impression qu'il remonte un peu dans les sondages. Donc, il remonte dans les sondages. Plus il est mauvais à la télévision, plus il monte. Donc, c'est un signe important. Qui veut réagir? Oui, pardon, juste un mot. Je pense que le garçon n'est pas à la hauteur de la tâche, quoi, tout simplement. Il y a un garçon là qu'ils ont essayé de monter, Macron, qui va leur servir de fusible, puisque finalement c'est lui qui porte sur son nom les vraies réformes qu'il faut faire dans ce pays. Il est bien évident qu'il va être probablement massacré d'ici quelques semaines et que les réformes qu'il préconise, il en restera à peine 10%. C'est bien dommage, mais il faut un fusible. Comme visiblement Manuel Valls n'a pas envie de servir de fusible parce qu'il a des ambitions à long terme, eh bien c'est Macron qui va trinquer, quoi. Voilà. Dommage. Alors, on parlait de héros versus Valls. Pour moi, c'est un changement de style, c'est un changement de méthode. C'est, on va dire, deux capitaines d'équipe qui se succèdent. Donc, il y a une méthode. On voit bien que c'est beaucoup plus dynamisme. C'est beaucoup plus pro. C'est beaucoup plus hermétique. C'est beaucoup plus, on va dire, musclé. Pour le reste, il y a des choses qui sont mises sur la table. Attendons de voir. Moi, je n'ai pas le sentiment que c'est beaucoup bougé, hormis lui-même. Il a effectivement plus de dynamisme. Mais pour le coup, il y a des choses qui ont été avancées. Elles n'ont pas porté leurs effets. Moi, les lois Macron, par exemple, c'est juste que l'année prochaine. Oui, j'ai l'habitude. Je sais ce que c'est qu'une loi. On a une avocate avec nous qui pourrait nous le rappeler. Mais c'est vrai qu'une loi, pour moi, c'est la loi sur un élément, sur un fait de société. C'est ça, une loi. Là, une loi avec 160 c'est sur la modernisation, c'est vaste, la modernisation. Bon, voilà, c'est quasiment le programme de Hollande. Non, mais là, je pense que la loi Macron, c'était une façon aussi de donner des gages à Bruxelles. Donc, on est sur le budget. Donc, c'est regarder tout ce qu'on fait vis-à-vis de Bruxelles. Alors, moi, par rapport aux deux, je pense que Jean-Marc Ayrault était un collaborateur de François Hollande et qu'Emmanuel Valls est chef de gouvernement. C'est toujours comme ça. Le premier Premier ministre d'un président de la République est toujours plus proche de lui. On prend plutôt ceux qui sont proches. Après, il y a une sorte de petite cohabitation qui commence. C'est en fait de Chirac par rapport à Giscard d'Estaing, si vous me permettez. Et ça a été le drame de Fillon. Lui, il est resté Fillon, il est resté collaborateur pendant 5 ans. Lui. Oui, absolument. Est-ce que je ne sais pas si vous avez vu dans VSD, c'est un sondage qui vaut ce qu'il vaut, sur les têtes à claques de l'année, mais c'est assez intéressant sur le plan politique parce que le premier, c'est quelqu'un dont on parlait plus beaucoup, c'est Copé, qui avait un peu disparu des sphères médiatiques depuis quelques mois, depuis l'affaire Big Malion. Et deuxième, c'est pas Hollande, c'est Sarkozy. Et troisième, Hollande. Ce qui veut dire que, si on peut prendre les choses comme ça, c'est que les gens n'ont pas très envie d'un affrontement Sarkozy-Hollande en 2017. C'est la droitisation dont on parlait tout à l'heure. Les têtes à claques sont visiblement beaucoup plus à droite. Ouais, on parle de Copé, on parle de Sarkozy. Voilà, je pense que... Alors, tête à claques, on a parlé des politiques, il y a également d'autres gens qui sont cités. On parlera peut-être après de Nabila, il y en a d'autres, évidemment. Tête à claques, c'est parce qu'effectivement, ça agace, tout simplement. Mais est-ce que vous n'êtes pas frappé que Sarkozy soit en numéro 2 alors qu'il fait surtout en politique? À mon avis, c'est parce qu'il y a du bon sens chez les Français, c'est que c'est pas tranché, tout simplement. C'est-à-dire que l'affaire Copé, c'est quand même une affaire où on a vu émerger, on va pas employer des mots définitifs, mais des magouilles au sein du parti, au niveau de la, l'économie de l'UMP, au niveau, j'en oublie, l'affaire Big Malion. Et à un moment donné, ça a été tranché pour les Français. Alors, c'est pas tranché pour la justice, c'est ce qu'on dira, ils sont présumés innocents, mais c'est tranché quasiment pour les Français. Et le fait de les voir réapparaître, c'est une manière de dire, ça nous agace. C'est tranché dans l'esprit des Français pour Copé, ça l'était quasiment pour Sarkozy, et ce retour en force, ça agace, d'autant plus qu'il ne revient pas comme l'homme providentiel dont souhaite et rêve notre ami Jean-Luc, l'homme providentiel qui viendra avec des valeurs, qui viendra avec des fondements, qui viendra avec une politique à mettre en place, mais qui revient par des histoires de fauteuils, par des histoires, encore une fois, la politique à l'UMP qui agace, mais ce n'est pas mon point de vue, encore une fois. J'essaye de décrypter ces têtes à claques. Mais pourquoi ce retour est agaçant? Mais Sarkozy, il agace parce qu'il fascine et parce que c'est pas une sorte de plat de nouilles qu'on pose là devant un écran de télévision et qui vient nous délivrer un discours convenu qu'on a tous entendu. C'est vrai qu'il a un côté horripilant, il est toujours agité, il est toujours un peu dans la démesure. Mais c'est ce qui fait qu'il fascine autant qu'il agace. Et qu'après, il faut pas l'enterrer trop vite. 64% de résultat de l'élection, c'est agaçant, quoi. Finalement, il a gagné, c'est agaçant. On pensait que c'est fait qu'il a gagné.
côté de Ferraro comme ça. Ouais. Non, mais je pense qu'il n'a pas changé. Donc, il a pas les, changé. les gens l'ont exclu en 2012. Il revient avec Le même. le même. Mais moi, j'ai dit heureusement qu'il n'a pas changé. J'ai pas envie qu'il change. Non, mais De Gaulle en 58 n'avait pas changé, pourtant on l'a mis dehors à coup de pompe en 48, excusez-moi. Donc voilà, l'homme providentiel, je ne sais pas où il est, c'est peut-être Sarkozy ou un autre, je n'en sais rien. En tous les cas, il a sur lui la trace terrible d'années et d'années de médiatisation contre Sarkozy. Bon, voilà, c'est triste pour lui. Mais dans la liste des politiques, moi, je trouve incroyable que nous n'ayons pas cité un type comme Cahuzac, qui est alors la caricature du Ni menteur. Cahuzac, ni Thévenoud. Ni Thévenoud, mais c'est terrifiant. Ouais, Oui, mais ça. eux, ils sont Alors dans là, la on est catégorie Mais 3. alors- c'est ça. Excusez-moi, dans la catégorie truand à ce niveau. Et moi, je m'interroge, et je trouve ça extrêmement difficile. On ne devrait pas s'interroger sur des sujets pareils à la veille de Noël. Mais en même temps, Tu devrais pas, Patrice. Cahuzac, Thévenoud ont été sortis parce que Mediapart a réussi à faire la Ouais, démonstration de leur malhonnêteté absolue. J'espère qu'il n'y en a pas d'autres. C'est ça qui m'effraie. Alors, ça pourrait être un coup de gueule. Je voudrais qu'on passe vos coups de cœur de l'année, pardon. Qu'est-ce qui vous a réjoui, parce qu'il faut être un peu positif quand même. Qu'est-ce qui vous a réjoui dans cette année, Sephora? Moi, c'était un événement que j'attendais, la réouverture du musée Picasso sur Paris. C'est un très beau musée. Magnifique, oui. Magnifique. Je vous invite tous à aller visiter. Et la collection est très Vous coûtez riche. cher si vous nous invitez. Très riche. Mais c'est vrai que c'est un très beau musée. Pardon. Mustapha. Moi, pour cette année, pour deux raisons, pour deux faits marquants pour cette année, c'est François et ses ministres, mais pour le coup, François Lequel? le pape. Le pape François, ah oui, d'accord. voilà, la conclusion du synode, j'ai trouvé ça très impressionnant, ce qui avait été dit à ce moment-là. Et puis le discours à Bruxelles. Voilà, on a là un pape. Alors, hormis le fait que ça soit emprunté, que ça soit très, voilà, le pape, le représentant des chrétiens au Parlement. Mais au-delà de la religion, on va dire. Que les laïcs s'en soient un petit peu offusqués. Pour ma part, j'ai vraiment entendu, un homme, un grand homme. Et dire des choses de politique générale avec des fondements, des valeurs, quelque chose qui aurait pu être emprunté par beaucoup de nos politiques. J'ai trouvé ça très, très fort. Et puis, ce synode qui se conclut sur, oui, il y a des ouvertures, c'est vrai qu'il y a des choses à revisiter, et dans cette période très troublée, alors pour le coup, très troublée sur le plan... sur le plan mondial, on parle du pape et à contrario, on a toute cette image dégradée par le biais de l'islamisation sur l'islam versus la chrétienté. Jean-Luc m'intéresse. Malek, vous partagez. Je me réjouis de ça. Je partage totalement l'avis de Mustapha à propos du pape François. Il est un homme hors du commun. Nous en avons besoin. C'est 1 milliard d'individus quand même qui sont aujourd'hui influencés par la position du pape. Et il fait confiance en l'intelligence humaine face à la barbarie. Or, depuis que le monde existe, les grandes civilisations ont toutes été anéanties par la barbarie. Je ne citerai pas toutes les civilisations, mais vous connaissez votre histoire comme moi. Et je pense qu'aujourd'hui, où nous sommes dans une civilisation où on a tendance à aller vers l'abêtissement, le pape François fait la promotion de l'intelligence. Moi, je dis bravo. C'est le seul pape qui aime le foot, en plus. C'est un Argentin. Un Argentin. Un Argentin, il ne peut pas C'était pas concerté, je tiens à le préciser. Florence? Alors moi, ce qui m'a fasciné cette année, c'est le voyage dans l'espace de Rosetta. Ah oui. Et parce que partir, c'est inimaginable, quoi. Ça fait 10 ans qu'elle est en route. Je ne sais pas ce que vous disiez il y a 10 ans, mais 10 ans de voyage. C'est vrai qu'on est autre chose que dans le temps médiatique. Absolument. Là, on est sur une durée extrêmement importante où elle part de notre petite planète pour arriver quelque part 10 ans plus tard, au but où elle devait aller, en plus, et où elle va larguer le petit robot Fidea, qui va arriver, qui va atterrir, enfin pas atterrir, mais enfin sur la comète, et qui va nous apprendre sur l'origine du monde, avec ce côté... alors qu'on est tous dans la finitude et que c'est tous un peu notre question. Mais c'est vrai que c'est beau. Là, c'est magnifique. Et puis c'est en même temps... rêver un peu. Ouais. Voilà, ça fait rêver. Voilà, Jean-Charles Lajonie? Moi, c'est le retour de centaines de milliers de gens, presque de millions de gens dans les librairies. C'est pas vrai?
Oui, bah oui, avec 3 livres dont on pourrait discuter des Trier-Wehler, différents intérêts. Il y a Trier-Wehler, il y a Zemmour, et puis il y a le prix Nobel de littérature à Modiano. Et qui ces 3 bouquins-là, toute édition confondue et tout format confondu, c'est quasiment 1,5 million de gens qui sont allés dans les librairies pour acheter ces bouquins. Vous avez vu que Zemmour a 2 records, c'est-à-dire un record de vente et le record de gens qui ne le lisent pas. Voilà, mais c'est parce que c'est plus compliqué à lire que ce que la presse en a dit. Oui, voilà, c'est plus intelligent. En tout cas, c'est une bonne nouvelle, quels que soient les livres que les gens achètent. Absolument. Les gens sont retournés en librairie et donc quand ils prennent ces bouquins-là, ils en prennent aussi d'autres. Pour tous les livres. Merci infiniment à tous les 5, c'est passé assez vite. Mais enfin, c'est compliqué de faire le bilan d'une année, on est encore le nez un peu sur le guidon, mais on va peut-être prendre un peu de hauteur pour la prochaine émission. On va essayer de parler un petit peu de ce qui va se passer en 2015. Donc je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau PAF.